De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, je reçois la psychoanalyste et docteure en sciences humaines, Hélène Migerel. Bonsoir Madame Migerel. Bonsoir. Donc vous nous avez livré justement dernièrement, il y a peut-être une semaine, voire 2 semaines maximum, un texte justement sur un peu la crise que l'on traversait. Et justement, je voulais vous inviter ce soir de façon à ce qu'on puisse décrypter un peu votre vision et votre analyse de ce qui est en train de bouleverser nos vies depuis plus d'1 an maintenant. Et je voudrais rentrer dans le vif du sujet directement avec vous. Comment vous expliquer un sujet qui a fait énormément débat, qui vous a fait réagir, à savoir ce faible taux de vaccination ici en Guadeloupe? Alors, depuis le début de la pandémie, parce que c'est quand même une histoire extraordinaire qui arrive de par le monde, depuis le début de la pandémie, il m'a paru nécessaire d'analyser ce qui se passait ici, dans une région comme la nôtre, et d'écrire. Parce que l'anthropologue doit être témoin de son temps et laisser des traces. Et ce ne sont que des écrits qui peuvent laisser des traces. Et aujourd'hui, où je suis à ma 20e publication concernant la pandémie, je crois avoir un peu cette possibilité de synthétiser tout ce qui se passe, l'impact que ça peut avoir sur les comportements des personnes entre elles et aussi, si vous voulez, une vision d'ailleurs. Nous avons une vision nous d'ailleurs, mais l'ailleurs a aussi une vision de nous. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ce sont des interactions qui, à mon avis, méritaient d'être décryptées. Alors, pourquoi le si bateau vaccinal? Et c'est ce qui interpelle tout le monde de partout. On pense que la Guadeloupe est le pays où le taux vaccinal est le plus bas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut aller voir ailleurs et se rendre compte que dans certains pays, c'est encore un taux beaucoup plus bas. Alors, il y a une histoire à ce bateau vaccinal. D'abord, ce que j'appelle la méfiance de départ. Au mois de décembre, je crois, 2019, quand l'annonce de la pandémie est arrivée en France, le gouvernement ne l'a pas pris au sérieux. La ministre de la Santé, à l'époque, ne l'a pas pris au sérieux et se dit la Chine est un pays lointain, donc il n'y a pas de danger chez nous. Et il s'est avéré que personne ne pensait que ça allait devenir quelque chose d'aussi dangereux. Et puis, il y a eu si vous voulez, des processus qui n'ont pas permis aux gens d'adhérer à cette réalité de la pandémie. D'abord, il y avait un supplément de masques en France. Ces masques ont été envoyés en Chine. Et quand il a fallu avoir des masques, on a demandé aux Français et à tout le monde de confectionner les masques anti-jus. Donc, il y avait le schéma sur Internet et tout le monde s'empressait de confectionner ses propres masques. Et puis, il y a eu quand même certaines magouilles et il a fallu commander des masques de Chine. Donc, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre, je dirais, de la confusion qui se jouait là. Nous qui étions loin dans cette région d'outre-mer, on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Alors les mensonges ont commencé. D'un coup, c'était nous avons tous les équipements nécessaires et de l'autre côté, ici, il n'y avait pas de surblouse, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants. Et ça a été aussi une espèce de bataille médiatique où on a vu donner face à une caméra une boîte de gants à des infirmières libérales. Alors, vous comprenez bien qu'une population à qui on n'explique rien, à qui on ne dit rien, et qui se retrouve dans une situation à regarder ce qui se passe au loin, bien sûr, elle ne voit pas arriver le danger. Et puis, il y a eu vraiment un manque de tout. Il y a eu un manque de tout à telle enseigne qu'on était déjà confinés quand la psychiatrie, le service, l'hôpital psychiatrique a reçu des masques. On était déjà confinés, c'est-à-dire qu'on était en retard. Et au CHU, les soignants se disaient, mais comment faire ?
avec des sacs poubelles, ils ont confectionné des surblouses. En France, il n'y avait pas de réanimateur, c'est-à-dire ces appareils. Tous ces respirateurs qu'ils devaient faire. Voilà. Et alors, premier vaccin qui arrive, AstraZeneca. L'AstraZeneca est au banc. Je dirais, au banc de l'acceptation parce qu'AstraZeneca a des effets néfastes. Je ne parle même pas d'effets secondaires, je parle d'effets néfastes. Ce qui a été dit, AstraZeneca a été suspendu durant 3 jours. 3 jours après, la haute... Autorité de santé. Voilà. De santé a décidé que AstraZeneca pouvait être administré, mais seulement de préférence aux personnes âgées. Donc, une espèce de méfiance originelle. Pourquoi l'AstraZeneca devait être administré uniquement à des personnes âgées? Là, on était, si vous voulez, dans l'ère du soupçon et de la suspicion. Est arrivé Pfizer, avec bien sûr la promesse de vaccins sûrs, et on a commencé à comparer les taux entre Pfizer et les autres, Exact. Moderna qui arrivait. La guerre des vaccins était enclenchée. Exact. La guerre des vaccins est enclenchée en France, mais en Guadeloupe, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas un scientifique sur un plateau télé ou à la radio venant expliquer ce qu'est une pandémie, ce qu'est un virus, quelles sont les précautions à prendre. On a parlé des gestes barrières, ça on l'avait compris. Mais il y avait une communication qui était très gouvernementale, mais c'est vrai qu'aucun médecin n'a pris la parole pendant quasiment 1 an et demi. Personne n'expliquait avec des mots simples à cette population qui est la nôtre, cette population guadeloupéenne, ce qui arrivait là et quelles étaient les précautions à prendre et surtout quels étaient les dangers à éviter. Alors, en France, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas au bout du monde et que nous sommes reliés quand même par des outils informatiques et que les gens écoutent. Ailleurs. En France, on a vu défiler beaucoup de spécialistes, des hauts scientifiques qui le mardi disaient quelque chose, ce même scientifique le vendredi en disait une autre. C'est-à-dire qu'on était dans une espèce d'embrouille où personne ne comprenait rien. Et puis il y a eu la pédagogie. Quand on a commencé à confiner, parce que il y a eu l'absence de pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a eu une communication qui ne s'est pas faite. Et qui ne s'est pas faite non seulement en temps et en heure, mais une communication qui ne s'est pas adaptée à la population. Parce que quand on s'adresse à une population pour faire de la prévention ou pour faire une information surtout scientifique, parce que nous ne sommes pas tous ici des scientifiques, eh bien, il faut savoir employer les mots qui vont toucher les représentations des individus. Alors, deuxième volet de ce refus du vaccin ou de ce bateau vaccinal, parce que j'ai du mal à dire refus du vaccin, je vais m'expliquer plus tard, c'est qu'il y avait une imposition, pratiquement, presque une propagande, à n'envisager qu'une voie. Il n'y avait pas d'autre alternative. Il n'y avait qu'une voie, c'était la voie vaccinale, et avec vraiment force. Et là, la mémoire traumatique est remontée à la surface. Cette mémoire traumatique des Antillais qui, effectivement, ont pu mettre à jour, mais pourquoi la France et le gouvernement veulent autant notre bien-être, étant donné que cette histoire de chlordécone, jamais réglée dans la réparation, cette histoire de chlordécone remontée à la surface, ce n'est pas rien. Je ne vais pas revenir ici sur la chlordécone. Et puis les sargasses, ces sargasses qui,
pestissent les personnes habitant sur les côtes et apparemment les municipalités n'ont pas les moyens financiers nécessaires de traiter ces sargasses et il n'y a pas de coup de main. Alors il y a là un parallèle à faire avec la Mokogadis. La Mokogadis en Bretagne avait pollué et bien la mer avait été dépolluée même si les habitants avaient donné un coup de main, mais il y avait une prise en compte étatique de cette pollution. Il fallait absolument que la plage ou que les plages de Bretagne redeviennent ce qu'elles étaient. L'État a débloqué des millions et ils ont réglé le problème. Absolument. Et nous voilà embarrassés avec les sargasses. Les pêcheurs sont embarrassés avec les sargasses parce que les hélices des bateaux se prennent dans tout ça. Alors, chlordécone, les sargasses et puis l'eau. Il est mis en avant les gestes barrières. Le masque, la distanciation et le lavage des mains. Et c'est vrai que la contamination passe beaucoup par le lavage des mains. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Cette fourniture essentielle ne coule pas dans les robinets de tout le monde. Comment pouvez-vous demander aux gens de respecter les gestes barrières et il n'y a pas d'eau pour se laver les mains? Et j'ai vu une image qui m'est restée gravée en me disant ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas au Sahel. Un homme de plus de 70 ans avec un bidon en plastique allant à la rivière chercher de l'eau. Il aurait peut-être fallu commencer par ça, c'est-à-dire se forcer à prendre l'eau en considération pour permettre aux gens d'avoir ce geste barrière. Alors, je parlais de pédagogie où il n'y a pas eu d'explication simple. Et puis, il y a, en troisième position, cette notion bien religieuse, le fatum, c'est-à-dire le destin. Il y a une espèce de fatalité qui dit que, ce qui arrive doit arriver et... mais c'est une notion religieuse, hein. Je veux dire que nous revenons dans les temps de la colonisation où cette religion a été inventée. C'est une notion religieuse chrétienne, hein. Donc automatiquement, les gens aussi ont cette possibilité de recours en se disant je peux effectivement déroger à la règle. Et qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? La guerre des vaccins recommence. Janssen, première dose, pas suffisante, dit la France. Il faut une deuxième dose, mais une deuxième dose de Pfizer ou d'AstraZeneca. Et là, on est encore dans la guerre des vaccins. Mais la confiance dont ceux qui se donnent à voir, les gens ont le droit aussi de penser à leur niveau. Donc, nous sommes encore dans une espèce d'embrouille. Alors, on entend que le Japon a suspendu Moderna pour des impuretés. Exact. Donc, Moderna. Il y a une conjonction de ces différents éléments qui font que la confiance n'est pas totalement établie et que la méfiance, elle perdure. Mais ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que cette méfiance, elle n'était pas due uniquement à la population d'outre-mer. En France aussi, il y a eu cette méfiance. Et les gens traînaient les pieds avant de se faire vacciner. Et la vaccination, comme dit le Premier ministre, c'est le pass sanitaire qui a accéléré clairement, très clairement. La vaccination parce qu'en France, les gens ont pensé aux vacances, à cette liberté de loisir, et automatiquement, les gens sont allés dans les vaccinodromes. Donc, pourquoi nous désigner, nous, comme réticents ou, je dirais, butés pratiquement par rapport à cette vaccination? Il faudrait faire le parallèle, même si les populations ne se ressemblent pas. Mais nous avons des ressemblances. Et nous avons aussi des dissemblances. Donc, c'est un assujettissement, je dirais, ce focus sur Outre-mer, c'est quelque chose d'assez déplaisant. Alors, en plus, est venu s'ajouter
le mépris pour la pharmacopée antillaise. Hein. Personne C'était n'a le coup de jamais grâce, ça. dit que notre pharmacopée guérissait. Guérissait, mais notre pharmacopée, effectivement, boostait l'immunité des individus. Quand vous dites à un individu de faire un peu de sport, mais enfin, vous faites du bien à cet individu. Alors, pourquoi on ne peut pas, effectivement, permettre cette diffusion et amener la connaissance hein, vis-à-vis de cette population des différents moyens de s'immuniser de façon naturelle pour lutter contre. Pourquoi insister dans cette unique voie vaccinale? Alors il faut savoir qu'en Outre-mer, le temps est différent. En Outre-mer, le temps est un temps social. Le temps n'est pas un temps industrialisé comme dans les pays d'Europe. C'est-à-dire que les gens mettent du temps à comprendre les choses, intégrer à les assimiler. de nouveautés. Et puis, c'est un temps de raison, je dirais, parce que se précipiter comme ça n'est pas justement de notre fait. Et pourquoi pas? Les questions sur l'immunité, nous, on n'a jamais entendu donner des réponses sur cette immunité. Est-ce que, quand on a eu le Covid, parce qu'il y a des gens qui ont fait le Covid sans être hospitalisés, l'immunité, elle est de quelle durée? Est-ce qu'il va falloir vacciner les gens qui ont eu le Covid? Justement, ils disent que l'immunité naturelle, c'est que 6 mois, et l'immunité vaccinale, c'est 3-4 mois. Voilà. Oui, mais je dirais qu'il aurait fallu expliquer. Je parle de représentation. Nous avons une représentation de la maladie et une représentation de la mort. Et par rapport à ces données scientifiques, ce que j'appelle une polyculture de l'information. Il y a une polyculture de l'information qui n'a pas du tout été usitée, à telle enseigne que les représentations ont été gommées et on se trouve à 2 niveaux de compréhension. Très clairement. Vous avez même, je prends une petite citation, « En ces temps de souffrance et d'anxiété généralisée, alors que le chercheur s'accorde le luxe du doute, l'ignorant n'a que des certitudes. » Mais c'est vrai, parce que le doute est nécessaire à toute réflexion. On pèse le pour et le contre. C'est exactement comme quand on prépare une thèse. Hein. On part avec une hypothèse de départ et cette hypothèse peut être confirmée ou infirmée, ou alors on l'abandonne. Donc, un chercheur doit pouvoir réfléchir aux situations, les analyser et, si vous voulez, mettre dans la balance afin de trouver un équilibre. Et c'est vrai que ceux qui n'ont que des certitudes, souvent, sont obligés de revenir en arrière. Regardez aujourd'hui, depuis le mois d'avril, dans un de mes écrits, j'ai parlé de la 3e dose, parce que je l'avais entendu quelque part. C'est-à-dire que... Ça avait déjà été évoqué. Voilà, clairement. La 3e dose. Et puis, cette 3e dose arrive. Et c'est vrai que c'est une espèce de stratégie que de cheminer doucement pour faire admettre, je dirais, ce qui doit arriver. Et là, on est à la 4e dose dans d'autres pays. Mais enfin, c'est une autre histoire. La France n'est pas encore à ce taux de demander aux gens de se soumettre à une 3e. C'est déjà prévu pour les personnes fragiles et les personnes âgées, mais pour l'ensemble de la population, attendons voir, attendons d'abord que ce soit dit avant de nous précipiter. Très bien. Alors vous aviez écrit un texte justement qui avait été marquant. France, pourquoi tant de haine? Donc vous pensez que, en plus d'être des citoyens de seconde zone, on a ce petit rapport haineux avec la France? Je dirais que, selon les circonstances, les rapports peuvent être mitigés. Les rapports ne sont pas si mauvais que ça. C'est-à-dire qu'à l'occasion
de certains mots à l'occasion de certains faits comme l'eau, le chlordécone, les sargasses. Il y a des revendications qui se font jour et bien sûr il y a forcément une espèce de rancœur. Et cette rancœur, elle n'est pas entretenue, elle peut s'atténuer, elle peut disparaître. Alors pourquoi avoir titré France? Pourquoi tant de haine? Parce que ce bateau vaccinal a porté à la connaissance de la population française une espèce de réticence. Nous faisions de la réticence, nous disions non au refus. Alors, je parle de haine nécessaire. La haine est nécessaire à partir du moment, oui, la haine est nécessaire. Vous savez, quelquefois on emploie des mots, mais qui ont un sens légèrement différent, comme pour le mot amour, pour le mot désir. Voilà. Et la haine est nécessaire parce que la haine, c'est ce qui nous permet de nous différencier de l'autre et de reconnaître l'autre comme autre, même si nous avons une part de l'autre en nous. Mais quand cette haine est sur le versant du rejet, c'est-à-dire quand cette haine a été inoculée dans la discrimination, et où il y a une espèce de transmission de la haine, eh bien, ça donne ce que ça donne. Et on a assisté à des mots vraiment insultants, infamants, blessant narcissiquement pour la population d'outre-mer. On a assisté à ces mots-là sur une chaîne française, un jour de grande écoute. Et ça, ce sont des choses qui vont laisser quand même quelques traces. Alors, cette haine, comment elle a pu s'exhaler là? C'est un médecin qui parlait à ce moment-là, interrogé par un journaliste. Eh bien, c'est que il y a une espèce de vision d'infériorité portée sur Outre-mer. On connaît peu l'Outre-mer, mais cette vision est quand même restée parce que certains sont élevés dans une supériorité. Alors je ne cesse de dire qu'il n'y a pas de culture inférieure, ni de culture supérieure, il y a des cultures différentes. Et c'est ce qui a permis à une personne, mais pas à une seule personne, parce qu'il y a eu une reprise dans un journal qui a été écrit, et de dire que ces Antillais, de toute façon, ils n'avaient pas besoin de vaccin puisqu'ils se soignaient en Rome et qu'ils avaient des pratiques vaudou. Alors, c'est méconnaître aussi la culture antillaise. Je veux dire qu'on ne peut même pas situer le vaudou dans des régions où ce vaudou existe. Et puis, nous sommes des illettrés. Mais cette haine exhalée, et je vais m'étendre ce soir pour qu'on comprenne bien ce qui s'est joué là, c'est que cette personne était dans sa toute-puissance, une posture toute-puissante. Et quand vous êtes dans une posture toute-puissante, vous ordonnez, et vous ne supportez pas qu'on vous dise non. Alors, c'est joué un narcissisme exacerbé de cet homme-là, parce que ce n'est pas toute la France quand même, il faut que ce soit clair. Ce narcissisme exacerbé de cet homme-là face au narcissisme de nous autres ici, et il a, dans sa tête, dans ses pensées, c'était que déjà on vous accorde un bienfait et vous le refusez. Parce qu'il y a certainement d'autres personnes, je ne vais pas nommer, parce que je suis psychanalyste. Il y a certainement d'autres personnes qui ne bénéficient pas de ce privilège et vous le refusez. Mais ils font le comparatif avec les Africains, en fait. Dire que les Africains n'ont pas de vaccin et que nous, on a la chance, effectivement, d'en avoir. C'est vrai. Et bien sûr, eh bien, il a dit cette chose-là. Et ça a été très, très mal perçu. Ça a été très mal perçu en Martinique. Je veux dire que si vous attaquez la Martinique, vous attaquez aussi la Guadeloupe. Nous sommes deux îles sœurs et il ne faut pas s'y tromper là-dessus. Il ne faut pas s'y tromper. Donc, automatiquement, les réactions
sont venus de part et d'autre, hein, parce que cette blessure narcissique qui arrive dans une période de souffrance, eh bien, c'était quelque chose de trop. C'était vraiment quelque chose de trop. On va marquer une petite page Mais oui, de publicité, docteur. Cette identification à la France tout entière et au gouvernement, c'est ce qui s'est passé pour cet homme-là. Et un autre est venu dire que, de toute façon, ceux qui ne voulaient pas le vaccin n'avaient qu'à ne pas leur rembourser les soins, bien sûr. Alors, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et personne ne s'est excusé. Et j'insiste, jusqu'à présent, personne ne s'est excusé. On marque une petite page de publicité. On revient avec notre docteur en sciences humaines, Hélène Migerel. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de notre psychanalyste et docteur en sciences humaines, Hélène Migerel, avec qui, effectivement, on décryptait un peu ce petit rapport haineux que la France entretient avec nous. Oui. Alors, il y a la représentation de celui qui s'est permis de lancer ses insultes comme ça en direct, mais il y a aussi la représentation du journaliste qui a reçu cet invité. Est-ce que, à Paris, il n'y a pas un Antillais connaissant les Antilles pour venir parler de ce bateau vaccinal? Est-ce que sur le sol de la Guadeloupe ou de la Martinique, il n'y a pas d'experts et de spécialistes pouvant parler, des gens qui ont travaillé dessus? Vous savez, on fait des zooms pour tout, même avec le Japon, même avec la Suède. Et pourquoi ne pas demander par Zoom? Donc, il y a là une réalité, je dirais, qui est difficilement dépassable. C'est-à-dire que nous nous trouvons, parce que même si l'invité a une méconnaissance des Antilles, mais que le journaliste pose à cet invité la question de ce bateau vaccinal, il a aussi une représentation de la population antillaise qui est assez discriminante. Alors, nous sommes là dans cette volonté de toute puissance de vouloir faire à tout prix pour le bien des gens. Et ça s'appelle aux États-Unis The White Saviorism, c'est-à-dire le complexe du sauveur blanc. Faire à tout prix, même si vous ne voulez pas, vous l'aurez quand même. Hein? Et aux États-Unis, je veux dire qu'ils sont dans la même dynamique aussi de réflexion par rapport à ce vaccin. Et pourquoi pas? Alors, c'est vrai qu'en France, le taux vaccinal a augmenté. Et ici, il a aussi un peu augmenté. Mais on a fait quand même la stratégie de la peur, là. C'était vraiment... Oui, on a joué sur la peur. Oui, les hésitants, ceux qui étaient hésitants, parce que beaucoup de gens attendaient de voir aussi ce qui allait se passer. Et attendaient peut-être un médicament et une prise en charge médicamenteuse. Et la peur... le fait que cette quatrième vague a été une quatrième vague particulièrement dévastatrice, mais pourquoi est-on arrivé à ce taux de contamination alors qu'on était à 0 décès et dans le vert? Pourquoi? On a laissé rentrer 38 000 personnes au mois de février, des gens qui venaient en vacances. On a laissé rentrer entre juin et juillet plus de 30 000 personnes. Et l'accusation portée sur la population antillaise avec son unique responsabilité, c'est quelque chose qui est assez troublante. Il y a 3 facteurs à cette contamination. Il y a d'abord ces étrangers qui sont arrivés. On me dit qu'ils étaient tous vaccinés, mais on sait maintenant que ceux qui sont vaccinés aussi ont une charge virale importante. Donc, il y a eu ces personnes qui sont venues. Il y a eu les migrants, c'est-à-dire les Antillais qui vivent ailleurs et qui sont venus voir leur famille. Et puis, il y a certainement eu aussi un peu de relâchement dans cette liesse, parce qu'après un déconfinement, une population open bar, jeune, s'oublie un petit peu. Mais est occultée la dimension de ce contingentement venu d'ailleurs. La seule responsabilité
et montrer du doigt les Antillaises et Antillaises, ceux qui vivent aux Antilles. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique comment, vivant aux Antilles avec 0 décès de Covid et une région dont le Var, qu'on puisse passer à un taux de contamination et un taux d'incidence aussi important. Très bien. Alors, quel est l'état d'esprit, donc, finalement, des Guadeloupéens? Bien sûr, dans une situation pareille, vous comprenez bien que les gens sont dans un état déplorable. Quand je suis revenue là et que j'ai parlé un peu à certaines personnes, les personnes désignaient ceux qui avaient eu le Covid par les Covidés. Le Covidé ou les Covidés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on enferme cette maladie dans une espèce de classification, comme dans une boîte, afin qu'elle ne sorte plus et qu'elle ne fasse plus de mal dans sa propagation. On la met dans une situation figée et inerte. Alors je dis que l'imaginaire a des ressources inépuisables. Alors, l'état d'esprit, d'abord, c'est la peur. Cette peur qui est allée en augmentation avec les décès en accéléré. Jamais on n'avait eu autant de décès en accéléré. La peur pour soi, mais la peur aussi de son environnement, la peur pour les autres. Et cette peur génère du stress. Mais vous savez que la peur, ce n'est pas un phénomène banal. Et la peur collective, elle est d'emblée collective. Et cette peur, elle a été entretenue. Elle a été entretenue, il y a une augmentation de la peur, qui est d'abord relayée par les médias, je le dis, ce martèlement comme ça de quelque chose de l'ordre de la catastrophe. Alors, cette peur, il faut la gérer. Mais justement, certains ont décidé que cette peur, susciter cette peur était nécessaire pour que les Guadeloupéens comprennent l'importance finalement du vaccin. Alors, quand un stimulus est trop fort, à ce moment-là, l'être humain se cantonne derrière une espèce de muraille et n'entend plus. Ça veut dire que ce n'est plus, c'est inopérant. Ce qu'on est en train de lui dire est inopérant et on a comme résultat l'effet contraire. On le voit bien quand on fait des études pour faire une information sur les accidents d'automobile, quand le stimulus est trop fort, je veux dire qu'il est inopérant. Et c'est pareil. Et le fait de marteler sans cesse tout ce qui va arriver de catastrophique et aussi la menace permanente. Si vous ne vous tenez pas à carreau, on va vous reconfiner. Cette menace, une espèce d'infantilisation de la population, alors que ce sont des gens responsables quand même. Ici, il y a des gens responsables comme partout ailleurs dans le monde. Et puis, le stress. Vous savez que le stress va déboucher sur des pathologies oculaires, des pathologies dermiques, des pathologies cardiaques. Est-ce qu'on peut dire que le stress tue ? Le stress en permanence. Le stress en permanence. Et puis le désarroi. Le désarroi face au tri qu'on est en train de faire. Ce n'est pas depuis la pandémie qu'il y a un tri et une discrimination par rapport à l'âge. Quand quelqu'un a plus de 60 ans, on a du mal, effectivement, à l'emmener dans un hôpital. Quand on appelle, personne ne vient. Et avec la pandémie, ça a été nettement dit sur un plateau que si ça continue, encore cette menace. Si ça continue, on va être obligé d'opérer un tri et de faire des choix. Et ça provoque le désarroi. Et j'ai entendu plusieurs personnes me dire « Mais en fait, vous vous rendez compte, madame, des parents qui nous ont élevés, qui nous ont donné à manger, et comme ça, ils seront laissés à l'abandon, sans soins, sans prise en charge. » Et là, ça a créé un grand désarroi au sein de la population, et puis la colère.
La colère aussi, ce sont des sentiments qui ont été complètement mitigés. Et cette colère, à la limite, a été salvatrice parce que le fait d'être en colère et de s'indigner, c'est qu'il y a une possibilité de rebondir. Et cette tristesse infinie qui est en train de se changer en déprime parce qu'il y a énormément de deuil à faire. Vous savez qu'il y a des rituels mortuaires. Et quand ces rituels mortuaires ne sont pas opérés, eh bien, les gens ont du mal à entamer un travail de deuil. Et avec, bien sûr, la rapidité et le nombre de décès, eh bien, les gens ne peuvent pas accomplir les rituels. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait organiser. Ça fait 1 an que dure la pandémie. Il n'y a pas eu d'anticipation. On n'a pas pu réfléchir à comment organiser la mort afin que chacun puisse au moins passer un moment à regarder son défunt. Donc, ce sont des sentiments qui animent aujourd'hui les Antillais. Et il faudrait qu'ils puissent aussi se remettre de tout ça. Mais ce n'est pas facile, hein, ils sont en plein dedans. Donc ils vivent à 100% ces sentiments qui les minent. Alors, le stress, quand une population est déjà stressée et qu'on crée un climat anxiogène, rien ne va plus. Là, il y a eu une montée d'adrénaline chez les soignants par rapport à cette obligation vaccinale qui devait tomber aujourd'hui, je pense, hein, et où il y a eu une incompréhension. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais ce climat anxiogène fait qu'il y a une augmentation du mal-être de la population. Absence de rituels mortuaires, je pense que nous prenons toute la dimension de ce que nous avons à faire avec les individus qui sont aujourd'hui préoccupés par leur propre santé, mais une fois ces obstacles surmontés, eh bien, les psys, je pense, seront là à la disposition du public pour les aider à gérer tout ça et à digérer cette période difficile. Pensez-vous que le débat sur l'accès aux soins ait joué un gros rôle, et sur les traitements aussi? Alors, l'accès aux soins. Le coronavirus est un révélateur des inégalités, vraiment. Révélateur des inégalités, parce qu'on se rend compte que ce sont les revenus les plus bas qui ont un taux de comorbidité les plus importants. Et que la grande circulation du virus, trouve là un terrain propice. Parce que les personnes qui n'ont pas de choix doivent continuer à travailler. Certaines personnes doivent continuer à travailler parce que quand vous faites un petit boulot, vous continuez à travailler. Donc, automatiquement, vous vous exposez parce que ces personnes ne sont pas prises en charge, je veux dire, dans la prise en charge gouvernementale et financière. Automatiquement, quand il y a eu le confinement, ce sont des personnes qui avaient une exiguïté du logement. Donc, cette proximité du logement faisait que la contamination aussi a été beaucoup plus importante que dans les logements spacieux où les gens pouvaient ne pas exposer un tiers. Alors, la question de l'urgence, l'accès aux soins, la question de l'urgence, j'ai beaucoup entendu parler, mais vraiment, les gens se sont plaints de cette prise de Doliprane. Vous allez aux urgences, on vous dit de retourner chez vous et de prendre le Doliprane, et ces personnes, quelques jours après, se retrouvent dans une situation difficile aux urgences. Entre les deux, il n'y a rien eu. Entre deux, il n'y a rien eu. Pourquoi il n'y a pas de télémédecine où les gens, effectivement, auraient pu avoir un suivi, que ce soit par leur médecin traitant ou que ce soit par un médecin de garde? Pourquoi il n'y a pas eu de conseils et d'informations jusqu'à ce que les gens s'aggravent? La question
peut être posée. Surtout sur un territoire où la télémédecine est en plein développement, puisqu'on est un des rares territoires à maîtriser cette technologie. Écoutez, la télémédecine cardio a été supprimée. Voilà, justement. La télémédecine cardio a été Exactement. supprimée et on voit son manque. Enfin, alors que la télémédecine cardio ici faisait l'objet d'excellence. Et vraiment, on se vantait d'avoir une des meilleures télémédecines cardio de la Caraïbe. Elle a été supprimée. Je ne sais pas sous quel motif. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un manque à combler. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, entre les deux, est-ce qu'il n'y aurait pas eu à mettre en place une cohésion entre médecine de ville et hôpital, une espèce de va-et-vient pour ne pas laisser les personnes livrées à elles-mêmes à leur domicile, même si les infirmiers libéraux font un travail extraordinaire. Mais enfin, est-ce bien suffisant? On doit se poser la question, est-ce bien suffisant? Alors, cette complexité autour du médicament, bataille pour l'ivermectine, d'autres médicaments, et ces médicaments ont été retirés des pharmacies en Martinique. Ces médicaments étaient retirés en pharmacie en Martinique. Et la question a été posée à l'Agence régionale de santé de Martinique qui a dit que nous, l'Agence régionale de santé n'avait aucune compétence à retirer des médicaments. Et ce sont les pharmaciens eux-mêmes qui, en proie à la responsabilité d'appréciation, avaient retiré ces médicaments. Alors aujourd'hui, en Guadeloupe, on trouve de l'ivermectine, bien sûr, avec ordonnance. C'est remis en vente. Alors, l'accès aux soins, bien sûr, va toucher la population défavorisée parce que cette population va hésiter à aller aux urgences, la peur des urgences. C'est ça, je l'ai entendu dans cette population que j'ai reçue pendant des mois. La peur d'aller aux urgences, la peur de remplir le cabinet médical du médecin traitant parce qu'il y a peut-être des gens plus malades, mais aussi la peur de la contamination. Donc les gens préfèrent rester en retrait et ce sont toujours les mêmes personnes, des mêmes classes sociales qui se retrouvent dans des situations difficiles. Alors, on ne va pas tarder à arriver au terme de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous faire une projection quand même sur l'avenir? Est-ce qu'on pourra avoir une embellie? Est-ce que ça va s'aggraver selon vous? Alors, pour l'avenir, l'avenir n'appartient à personne. L'avenir n'appartient à personne. Mais on peut déjà penser qu'on pourrait avoir une politique de santé autre. Une vraie politique de santé, il y en a certainement eu une. Mais aujourd'hui, on voit bien que le système sanitaire, il est sinistré. Et il a fallu que ce soit des gens venus d'ailleurs, des gens qui sont venus en renfort, qui ont mis en exergue ce que les syndicats disaient déjà, dénonçaient déjà, demande de l'amélioration des conditions de travail. Alors, cet avenir, donner un sens à la santé. Donner un sens à la santé, c'est tenir compte de toutes ces exactions auxquelles nous assistons aujourd'hui. Peut-on, je dirais, avec quelques outrecuidances, dire que le rôle de l'ARS est quelque peu inefficace s'agissant des équipements et s'agissant de la gestion de la santé pour tous? Peut-on, avec un peu d'outrecuidance, dire que si il nous arrivait ce qui est arrivé en Haïti, un séisme de la force d'Haïti, voilà, on ne serait pas au même point, les mêmes causes, ayant les mêmes effets, on ne serait pas dans cette catastrophe sanitaire. Peut-on sans outrecuidance penser que ce pays-là ressemble à un pays du quart-monde?
avec effectivement un désordre, une inorganisation. Alors que je dis ça, d'aucuns me répondent non, non, parce que ce pays est un département français au même titre que les Alpes-Maritimes ou bien que la Loire-Atlantique. Eh oui, peut-être. Alors, un système de santé décent, mais un système de santé décent ne peut pas se faire sans soignants, bien sûr. Et cette obligation vaccinale des soignants qui les perturbe, je dirais qu'il faudrait quelque peu qu'on puisse en parler avec calme et sérénité. Aujourd'hui, on ne peut pas induire un débat contradictoire. Il n'y a pas de débat contradictoire. Et ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas un débat pour le vaccin ou contre le vaccin. Ce n'est pas du tout mon objet. Je ne rentre pas dans... c'est un tunnel. Je ne rentre pas dans ce tunnel-là, mais j'observe ce qui se passe et en essayant, à mon niveau, parce que ça fait aussi partie de mon métier, à mon niveau peut-être, de porter des solutions et de soulager la population en situation de souffrance. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a eu la visite de deux ministres, le ministre d'Outre-mer et le ministre de la Santé, visite de soutien, mais qui ont apporté dans leur bagage quelques lits. Très peu de temps après, un messager est arrivé, un messager venant d'une candidate à la présidence de la République est venu proposer 13 lits de réanimation. Exact. Pourquoi maintenant ? Ça aussi, ça permet de nous interroger. Alors, moi, je dis que les urnes recèlent des surprises à temps fixe. Les urnes recèlent des surprises à temps fixe. Alors, je voudrais quand même, parce que les soignants, ce sont des personnes, les soignants, ce sont des personnes qui sont, c'est le corps de métier le plus aimé avec les pompiers, de tout temps et dans toutes les populations. Dans toutes les populations et de tout temps. Un hôpital ne peut pas fonctionner sans soignants. Ces soignants ont été applaudis, mais vraiment ont été applaudis par les populations. Quand il y a eu l'incendie au CHU, ils sont devenus nos héros, qui ont sauvé des vies au détriment quelquefois de leur propre santé. Quel sort leur fait-on aujourd'hui ? Alors, il faudrait que nous prenions conscience aussi de ça et que la population puisse réfléchir à ce qui se passe ailleurs ou ici. Mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est d'abord ici. Il y a une demande de collaboration que j'appelle une collaboration délation entre la sécurité sociale et l'ARS, qui stipule que pour les psychologues, parce que nous aussi nous sommes dans le lot, pour les psychologues, eh bien, tous les 15 jours, la sécurité sociale devra signaler à l'ARS les gens qui ne sont pas vaccinés et qui seront prises des sanctions contre ces personnes. Et même si ces personnes, oui, les écrits sont là, et même si ces personnes ont un cabinet en libéral conventionné, la convention leur sera enlevée. Ça veut dire tout simplement qu'on est en train de menacer les gens, de les laisser mourir de faim. Ça s'appelle la mort par inanition. Mourir de faim. Comment une France qui est vécue comme une France de démocratie, une France, oui, une France de liberté, comment peut-on s'engager dans une voie aussi autoritaire envers des gens qui soient les pompiers
des pompiers qui sauvent des vies sur terre, Les gens les plus sur appréciés. mer et dans les airs. Donc, en conclusion, je dirais, et j'ai vraiment réfléchi à ce que je dirais en conclusion, et j'ai choisi un extrait de Potemkin de Jean Ferrat qui dit « Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade. Marin, ne tire pas sur un autre marin. » Ils tournèrent leur carabine, Potemkin. Merci beaucoup, docteur Migerel, en tout cas, d'être venu sur ce plateau et de nous avoir livré effectivement votre analyse sur la crise sanitaire. Malheureusement, le temps nous fait défaut, mais je planifierai une autre entrevue avec vous pour qu'on puisse un peu creuser sur ce qui se passe dans nos têtes et dans nos cœurs. Merci encore. Moi qui vous remercie, Monsieur Luce. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce focus. Merci de nous avoir suivis. Il est disponible de toute façon en replay sur le Facebook de Canal 10 Télévision. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain et je vous fais plein de bisous. Bye bye.